Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir au Café de la Librairie Dialogue. Alors évidemment dans des conditions un peu particulières, mais peut-être faut-il commencer à s'y habituer. Elles sont nécessaires, ces conditions, pour nous permettre ces vrais moments de respiration que sont les rencontres. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Grégoire Laville et Dominique A. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parmi nous ce soir à l'occasion de la parution d'un livre d'entretien qui parle de vous, Dominica, de l'homme et de l'artiste. Ce livre, il s'appelle Solide et il est paru aux éditions Locus Solus. Dominica, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Lorsqu'on parle de nouvelles scènes françaises, c'est votre nom qui surgit dans les tout premiers. Vous avez sorti 12 albums, écrits pour d'autres aussi, de Jane Birkin à Calogero, en passant par Étienne Dao. Vous êtes également l'auteur de plusieurs récits, dont Ma vie en morceaux, paru en 2018. Grégoire Laville, vous êtes journaliste et collaborez à plusieurs journaux et magazines, imprimés et en ligne. La musique vous cheville à la peau et l'on peut lire de vous plusieurs ouvrages qui gravitent autour de ce sujet. Quand Rennes s'est révélé au rock, Kali Miossec, Rencontre au fil de l'autre, ou même Da Silva, Il a souvent fait noir avant la nuit. C'est donc autour de ce livre d'entretien que nous nous rencontrons ce soir, des entretiens au long cours. Et Grégoire Laville, elle est pour vous cette question. Vous êtes allé à la rencontre de Dominique A. Pourquoi Dominique A ? Parce que je l'ai découvert quand il commençait, que moi j'étais adolescent, en 92, juste après la sortie de son premier album. Et depuis, je l'ai toujours écouté. Il a été important donc, dans ma vie et dans la vie de beaucoup d'autres, et dans l'histoire de la chanson française. Et ensuite, je suis devenu journaliste, et après plusieurs livres d'entretien, les circonstances ont fait que le moment était bon pour proposer à Dominique ce livre d'entretien, ces entretiens au long cours. Et de votre côté, Dominique A., avez-vous adhéré immédiatement à ce projet de livre autobiographique, enfin biographique? Oui, parce qu'en fait, il y avait eu un premier contact avec Grégoire pour justement le bouquin sur Rennes. Donc on avait fait une petite interview, j'intervenais comme un petit peu comme Christophe Miossec d'ailleurs, élément un peu rapporté, ayant été influencé par la scène rennaise des années 80. Et ça s'était bien passé, et puis après Grégoire m'a proposé le bouquin, et puis on s'est rencontrés dans un bar à Rennes encore, et puis ça s'est lancé comme ça, et puis ça correspondait à un moment où j'étais encore en tournée quand on a commencé les entretiens, mais ça me nuisait, donc c'était une façon aussi peut-être pour moi de ne pas totalement lâcher prise à une espèce de vide après un temps de tournée, je sais pas, ça a peut-être joué. C'était le bon moment. Alors vous parlez de bar, et en effet, on lit dans le livre que les cafés sont les lieux où vous vous retrouvez. On aimerait un peu entrer dans les coulisses de la création de cet ouvrage, construit donc grâce à des entretiens au long cours, 18 heures de discussion, me semble-t-il, que vous avez partagé tous deux. Il en ressort une vraie complicité, une confiance aussi qui s'installe. Grégoire Laville, comment se crée-t-il cet échange ? J'ai envie de dire assez naturellement. Même si effectivement au début on n'est sûr de rien, je crois que là les choses se sont faites plutôt naturellement. L'idée de ces entretiens au long cours est de pouvoir revenir régulièrement sur des sujets, d'abord de suivre un fil biographique, un fil chronologique, et ensuite revenir sur certains sujets, les aborder sous différents angles, ce qui à mon avis apporte de la richesse. Donc pour répondre à votre question, en tout cas, j'ai envie de vous dire naturellement, spontanément. L'idée, c'était, est-ce que vous les prépariez, ces rencontres, ces discussions ? Oui, un petit peu, oui. Oui, absolument. Oui. Alors, comme je vous le disais, on suivait donc je suivais un fil chronologique, mais dès qu'on le pouvait, et puis Dominique parfois orientait aussi ses entretiens, on pouvait digresser et aborder des sujets plus intemporels. Alors, quand on se lance dans un tel projet, est-il convenu à l'avance que vous avancerez l'un et l'autre sans trop de filtres ni sans trop de retenue ? Est-ce qu'un contrat de confiance se met en place de manière un peu tacite ? Oui, c'est tacite, hein. Il n'y a pas de contrat à proprement parler. Oui, c'est vraiment à la rencontre, puis après c'est le plaisir de se retrouver dans un endroit. On aurait pu remercier le pub Le Brady à Nantes, parce qu'on a fait beaucoup les entretiens là-bas, et c'est vrai que après c'était le plaisir de se voir au Brady, et puis moi j'aime bien parler, donc j'aime bien parler de moi.
Et puis c'était agréable parce qu'on digressait aussi. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas dans le bouquin. Et voilà, on partait. C'était pas. Il y avait évidemment une trame, hein, il y a les questions de Grégoire, mais on en sortait. Donc, oui, la confiance. Moi, je sens les gens. Je sens bien les gens. Ceci dit, on peut imaginer qu'un tel livre ne pourrait pas exister sans ça. Entre vous, si vraiment la discussion n'avait pas pu avoir lieu. Oh bah oui. Oui, absolument. Oui. Alors, à la fin des rendez-vous avec Dominique A, Grégoire Laville, vous aviez donc ces 18 heures d'enregistrement, une matière première comme ça, riche et brute. Comment le livre naît-il alors? Avec beaucoup de sélection, de coupes, de choix. Et ensuite, Dominique a participé aussi, puisque le texte lui a été soumis. Alors, cela dit, sur le texte soumis, je dois dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de censure. Beaucoup de... la sélection, c'est vrai que le gros du travail était de condenser, de sélectionner, et parfois à contre-cœur de devoir se séparer d'éléments parce qu'il fallait bien le faire. Donc vous l'avez construit en 8 chapitres. Des photos aussi jalonnent le texte qui permettent vraiment au lecteur et à la lectrice de se projeter, de faire jouer son imaginaire. Voilà comment cette matière première qui était donc chronologique, comment elle s'est organisée ensuite? Vous voulez dire en fonction des photos Non, comment vous les avez créés, ces chapitres? Oui, absolument, c'est chronologique. Ensuite, sur la façon de créer, sur les influences, ça a été un choix effectué au moment opportun, j'ai envie de dire, c'est-à-dire lorsque nos conversations nous menaient à cela. Même si on réévoquait dans un entretien ultérieur ce thème, effectivement, là j'ai forcément un peu triché. J'ai rassemblé les éléments d'un même thème, parce que je pense que parfois on a dû même se répéter parfois dans nos entretiens. Oui. Mais à chaque fois, je pouvais glaner des éléments qui enrichissaient le propos. Alors Grégoire Laville, vous dites que vous n'avez pas été déçu de rencontrer Dominique A, que vos discussions n'ont pas abîmé l'image que vous aviez de l'artiste. Pour autant, y a-t-il eu des moments où vous avez été surpris de ce qu'il pouvait vous dire? Surpris, j'ai été... Non, je ne pourrais pas dire qu'il y a des moments où alors j'ai été surpris peut-être d'une façon plus globale, c'est-à-dire de la façon dont de la fluidité avec laquelle les entretiens ont eu lieu, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça a été assez naturel. Effectivement, je crois que Dominique s'est livré. Et ensuite, lorsqu'on aborde l'intime, évidemment, le choix lui revenait, mais on peut l'aborder avec précaution. Et donc non, étonné, je pars un petit peu, mais étonné, non. Ou alors, si j'étais étonné, c'est plutôt par la facilité avec laquelle les entretiens sont déroulés. Pour vous, Dominica, la musique et la littérature vous tiennent droit. Dans votre enfance à Provins, la musique notamment apparaît comme un refuge. En quoi ces formes d'art, donc celles que je viens de citer, mais d'autres bien évidemment, vous sont-elles essentielles? Oh bah c'est comme respirer. C'est pas, enfin il y a pas de. En fait, je me pose même plus la question. En fait, ça a toujours été là. C'était une vraie bouée de sauvetage quand j'étais gamin, comme pour plein de gens, et ça a continué. En fait, il n'y a pas eu de. J'ai l'impression d'être dans un cycle de. Finalement, alors le mot n'est pas très joli, mais d'ingestion permanente de livres, de musique, surtout de livres en fait, plus que de musique aujourd'hui d'ailleurs. Et que ça met ouais, c'est vital. Il n'y a pas de, j'ai pas de, enfin, je trouve que sinon la vie n'aurait pas d'intérêt. Donc c'est un peu dur de dire ça, hein, mais voilà. À plusieurs moments dans le livre, vous dites « En tant qu'artiste, on est là pour mettre du baume au cœur des gens ». Effectivement, le chanteur a une fonction sociale. Sa première fonction, c'est de chanter des chansons qui permettent aux gens de mieux vivre. Sauriez-vous nous dire dans quel sens la pratique artistique peut être un engagement? Et vous sentez-vous investi? Vaste débat. Je dirais que la façon de présenter les choses, quand c'est en plus la représentation publique, qui a le corps qui est mis en avant dans le cas d'un chanteur, bon, voilà,
Déjà, ça dit des choses, ça dit une idée qu'on a de la vie, ça dit, ça véhicule des valeurs pour moi. Donc après, il n'y a pas forcément besoin à tout prix de surligner certaines valeurs qui me semblent finalement communiquées implicitement par une attitude ou par certains choix artistiques, comme le fait de, je ne sais pas, par exemple, de jouer avec certains sons qui vont finalement donner pas diriger les émotions, mais orienter les émotions vers tel ou tel, vers tel ou tel chemin. Tout ça, c'est très parlant pour moi. Et donc, l'engagement, c'est compliqué. Hein. L'engagement, ça peut être aussi de chanter des chansons d'amour, mais dans certaines circonstances, face à certains publics. Voilà, c'est pas forcément de brandir le poing et de crier hasta la victoria, quoi. Donc, voilà, je suis peut-être un peu flou là, je ne sais pas. Dites-moi. Hein. Dans l'acte de création, cette notion de mettre du baume au cœur des gens ou de les faire vibrer, est-ce qu'elle vous porte ? Oui, bien sûr. Moi, pour moi, le plus beau compliment qu'on me fait, c'est quand on me dit que une chanson est David, ou à passer certaines épreuves. C'est arrivé plusieurs fois, j'ai eu des témoignages régulièrement de gens qui me disent, voilà, pour tel ou tel moment difficile, telle chanson ou tel disque m'a accompagné et m'a permis de passer un cap. C'est une béquille morale et pour moi, il n'y a rien de plus valorisant parce que moi, faut pas toujours attendre des œuvres qu'elles viennent vous épauler dans des moments difficiles, mais quand même, il y a cette fonction-là pour moi est essentielle. Et finalement, c'est quelque chose que avant je niais moi-même, alors que très clairement, la musique, les arts en général ont rendu ma vie intéressante et m'ont sauvé la vie en quelque sorte. Donc il y a un enjeu qui est fort derrière tout ça en fait. Quand on délivre une chanson, même si c'est léger, il y a un enjeu qui est fort. Et est-ce que l'enjeu il peut être double, c'est-à-dire que à la fois vous espérez en effet apporter ce baume dans le cœur des gens, mais aussi vous trouvez votre voix, donc avec le E et avec le X. Et est-ce que trouver cette justesse dans la création, dans l'acte artistique, ça permet aussi d'atteindre une forme de vérité de soi ? Alors je suis pas en quête de moi, je suis pas en quête de savoir qui je suis ou dans quelle étagère. Je suis dans l'action en fait, et j'ai l'impression tout simplement que le fait d'agir et de créer me permet de me supporter, de supporter la vie. Donc voilà, je dirais à partir de ce moment-là, la vérité, c'est des notions qui me dépassent en fait, la vérité. Je préfère l'idée de justesse parce que ça me semble, je peux l'appréhender, mais la vérité, je sais pas ce que c'est. C'est comme la réalité où quand les gens parlent du monde, tout le monde parle du monde, se raccrocher au monde, et je comprends pas ce que ça veut dire en fait. C'est trop gros, en fait, c'est trop vaste et ça me semble complètement abstrait. Grégoire Laville, de la même manière, donc on ne se lance pas dans un projet comme celui-ci par hasard. Je disais tout à l'heure que la musique semble être une partie très importante de votre vie. Sauriez-vous nous dire quelques mots sur le rapport que vous entretenez avec elle ? Je peux essayer de dire quelques mots, même si la question est... oui, la musique est essentielle, et notamment la chanson, le rock aussi, et surtout des individus sont importants, comme Dominica qui a été important, surtout quand je pense que c'est assez général, c'est-à-dire que les artistes qu'on découvre à ce moment essentiel qu'est l'adolescence, ensuite nous marquent bien beaucoup. Et voilà, donc les précédents livres d'entretien que j'ai pu publier, finalement se rapportent à peu près à cette époque où j'ai découvert ces artistes. Vous parlez du réflexe, parfois qu'on peut avoir, d'un réflexe utilitariste dans ces témoignages, le réflexe utilitariste des expériences que vous vivez. Et dans le nouveau roman d'Emmanuel Carrère, Yoga, il a ces mots, je vais lire un extrait. Il y a dans ses pensées une plénitude, mais aussi un peu de tristesse, parce que je prends conscience que quelque chose de merveilleux me sera toujours interdit. Un moment tranquille comme ça, un moment qui pourrait être contemplatif,
Un moment que je pourrais simplement vivre, je ne peux jamais vraiment le vivre, jamais y être présent, tout simplement présent parce qu'aussitôt se manifeste le besoin de le mettre en mots. Je n'ai pas d'accès direct à l'expérience, il faut toujours que je mette des mots dessus. Ben, je souscris totalement. Ben oui, c'est vrai, c'est un peu quand on est obsédé par l'idée de faire quelque chose de créatif. Ouais, c'est pareil, tout ce que je vis, voilà, il y a toujours une petite voix en moi qui fait ah, tiens, ça serait pas mal d'utiliser ça. Et en fait, du coup, ouais, vivre les moments. Alors bon, ça m'arrive hein, quand même. Mais même quand je lis un livre, je me dis ah bah si ça se trouve, j'ai trouvé une idée dans ce bouquin. Il y a un petit truc comme ça, il y a une petite voix toujours un peu utilitariste, un petit peu intéressée. C'est une forme de déformation de la perception de la vie qu'ont la plupart des artistes. Oui, oui. Donc je suis heureux de me découvrir ce point commun avec Emmanuel. Et juste après, il disait qu'il n'allait pas s'en plaindre parce qu'il avait une vocation. Oui. Je souscris également. Pour bien travailler, il faut une dose d'inconscience, d'innocence par rapport à ce qu'on fait. Et comment retrouver l'inconscience quand elle s'échappe, l'innocence quand elle s'envole? Au début du livre d'entretien, vous dites que vous avez besoin là de prendre un peu de temps. Voilà. Est-ce que vous y parvenez? Ou y êtes parvenu? Prendre du temps pour faire autre chose, ça? Ouais. Bah non. Bah non, pas vraiment. C'est un peu un échec, hein, mais en même temps, bon. Disons que la période a généré chez moi un peu de façon paradoxale et contrairement à la plupart il y a eu deux types de réactions chez les artistes. C'était le blocage créatif ou alors au contraire une espèce de regain comme une pulsion de vie opposée un petit peu à cette espèce de morbidité, cette ambiance de morbidité. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, ça a déclenché chez moi l'envie de faire des choses tout en travaillant sur un projet au long cours dont je parle dans le livre et qui n'est pas remis en cause lui-même, mais qui est maintenant entrecoupé bah là, je vais sortir un disque en novembre, qui est une espèce d'état des lieux créatif de moi pendant cette période-là, travaillant chez moi, avec les moyens du bord, et ce qui n'hypothèque pas donc la suite qui était prévue de travailler avec des gens et de faire un projet beaucoup plus ambitieux. Mais ça a créé ça. Donc, et je crois que j'ai la peur du vide, et puis puis j'adore l'idée de faire de la musique, de diffuser des choses, d'être en contact avec les gens d'une façon ou d'une autre. Le concert lui-même ne manque pas. Le fait de jouer en concert, c'est pas quelque chose qui me taraude. C'est vraiment le fait finalement d'écrire la prochaine chanson. Est-ce que j'en suis capable? C'est toujours aussi ça aussi, c'est un enjeu. Est-ce que je suis capable de donner suite à la dernière chanson, et est-ce qu'elle va me plaire? Parce que c'est le premier truc, hein, et est-ce que je vais avoir envie de la porter? Et c'est ce qui fait qu'on s'y remet. C'est Odilon Redon, un artiste peintre de la fin du... je sais plus, fin 19e, il me semble, oui, enfin, symboliste, disait c'est de l'insatisfaction qu'on éprouve par rapport à l'œuvre qu'on vient de produire que naît la suivante, en quelque sorte. Donc c'est l'espèce de frustration permanente qui alimente le moteur créatif, en quelque sorte. Et donc, dans ces 12 albums que vous avez édités, si l'un et l'autre, vous deviez en retenir un, lequel ce serait, et pourriez-vous nous en parler? Grégoire, si tu as une idée. C'est compliqué. Alors, peut-être pas un album de cœur, mais un album qui a révélé quelque chose, qui illustre un moment. Tu n'es pas obligé de répondre. C'est délicat parce que moi j'ai envie de répondre tout de suite. La Fossette et
Ouais, ouais. Oui. Ce cas, c'est que ça paraît. Mais effectivement, oui, c'est ce que je dirais, parce que ça a été le plus marquant pour moi. C'était effectivement ce qu'on attendait à l'époque, ça a été ce qui balayait le reste. Voilà. Mais malgré tout, c'est réducteur. Enfin, ouais. Moi, je dirais le même. Ouais, parce que pour moi, c'est aussi le plus marquant. C'est le premier. C'est un disque qui a eu un écho inespéré pour moi, qui a changé complètement ma vie. Donc, j'en produirai pas d'autres comme ça. Parce que je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est le plus marquant pour moi. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous décortiquez vraiment chacun des albums, dans le sens où vous revenez sur comment ils se sont créés, où vous étiez, ce que vous viviez à l'époque. Qu'est-ce que c'était de revivre voilà, toutes ces époques-là au fil des conversations que vous aviez avec Grégoire Laville? Alors, je dirais que c'est un truc un peu de régurgitation que je fais un petit peu en permanence, parce que j'écris, j'ai fait des bouquins sur un peu mon expérience sur ma vie, et aussi sur... donc, c'est une façon de se replonger, mais qui ne bouleverse pas ma vision de ce qui a été fait. Je n'ai pas du tout ce truc de dire j'avance et je ne regarde pas en arrière. Ça me semble complètement fou de fonctionner comme ça. Et du coup, j'ai un regard rétrospectif toujours... enfin, je ne fais jamais un disque, en quelque sorte, sans penser à ceux qui précèdent. Et pas forcément uniquement celui qui précède, mais tout ce que j'ai fait. Je dis, dans quelle mesure ce disque qui arrive a une importance dans cet ensemble qui se construit. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc j'ai toujours le regard sur les périodes, mais en même temps c'est très friable parce qu'on se souvient, quand on commence, on se souvient bien des débuts, et puis après ça se dilue un peu. Quand je fais des tournées, c'est assez épouvantable parce que 6 mois plus tard, j'ai oublié que j'avais joué dans telle ou telle ville. Je ne revois rien, je ne revois pas la salle. Je me souviens de rien. Il faut qu'un copain me dise « Mais si, tu sais, on a été dans ce bar là où il y avait le mec qui dansait à poil. » Et là, je me souviens. Mais je me souviens pas je vais pas me souvenir du concert, ni de la salle, ni rien. C'est tétanisant, en fait. Hein. C'est pas une expérience vraie. Hein. Non. Alors, vous avez juste glissé en effet que vous écriviez aussi des livres, et je me demandais dans quelle mesure écrire un livre et écrire une chanson, c'était 2 démarches différentes. Est-ce que ça vous engage différemment? Oh oui. Oui, non, écrire des chansons, c'est pour moi un acte naturel. Écrire des bouquins, si j'étais honnête avec moi-même, je devrais même pas le faire en fait. Mais c'est parce que j'aime le faire que je le fais. Et c'est plus dans ce truc-là, parce que j'ai un tel respect pour les livres, pour la littérature en particulier. Voilà, je ne dis pas que ce que j'écris est sans intérêt, mais je sais très bien que je ne peux pas attendre de devenir un grand écrivain. Ça me semble, voilà, ça sera pas mon truc. Par contre, j'aime le fait d'écrire, j'aime le fait d'aller au bout d'une idée, le fait de faire un beau paragraphe. C'est vraiment de l'orfèvrerie pour moi, l'écriture. Et c'est un travail qui est très, très stimulant, un peu doloriste, mais qui procure vraiment quelque chose de fort, que je ne retrouve pas forcément dans l'écriture de chansons, où je suis plus dans quelque chose de naturel, en fait. La chanson, pour moi, c'est un truc... voilà, c'est mon truc, quoi. Donc, c'est complètement différent, en fait. Et c'est vrai que... ouais. Vous évoquiez tout à l'heure le fait, au travers de vos albums, d'avoir quelque part, alors le mot est peut-être un peu fort, mais une volonté de créer une œuvre qui soit harmonieuse, ou en tout cas qui se réponde. Est-ce que justement ces livres, ils s'impliquent là-dedans? Est-ce qu'on peut dire l'œuvre de Dominique A, c'est aussi ces livres? Pour moi, c'est des pas de côté à chaque fois. Tout ce qui est du domaine du livre, c'est des pas de côté, mais dont je ressens la nécessité. Alors des fois, ça peut répondre aussi à des commandes. C'est-à-dire, par exemple, j'avais fait un bouquin pour Flammarion, Ma vie en morceaux, en 2018. Bon, c'était une demande, une proposition. Au départ, ça devait être un bouquin, non pas sur le mode de Solide, mais qui n'était pas sur
pas un truc d'entretien, mais où il devait y avoir aussi de l'iconographie, etc. Finalement, c'est devenu un texte, proprement, enfin, au sens... pas d'illustration, etc. Et après, j'ai pas l'impression, là, pour le coup, que chaque livre apporte une pierre à une œuvre. C'est plus des impulsions, des choses qui me font me dire, tiens, j'ai envie d'écrire là-dessus, j'ai envie de m'exprimer. Alors, c'est souvent des expériences autobiographiques dont je me sers pour écrire. C'est pas tellement le fait de se raconter qui m'intéresse, c'est plus utiliser ce que j'ai vécu pour écrire, en fait. Et parce que je ne me sens pas de talent pour la fiction, en dehors des chansons, d'ailleurs c'est assez marrant. Et que donc il faut bien un matériau pour écrire, et le matériau c'est ma vie. Voilà. Alors, on parlait de la scène tout à l'heure, vous disiez que ça vous manquait pas là actuellement. Dans quelle mesure elle tient une place particulière, ou quelle place elle tient? À un moment, vous dites que certaines personnes vont pouvoir écouter vos albums, mais pas venir vous voir sur scène, ou inversement. Comment vous l'envisagez, la scène? Alors, j'ai du plaisir à partir en tournée, parce que je l'envisage comme un moment de communion, et puis en même temps de rigolade avec des gens. C'est vraiment quelque chose pour moi qui doit être joyeux. Alors même si sur scène ça peut paraître dramatique, que je chante des chansons parce qu'elles viennent comme ça et que j'ai pas envie de me forcer j'ai envie que ce soit naturel. Et donc c'est ce type de chansons que je sais faire, c'est celles qui viennent, et j'ai pas du tout envie d'aller sur d'autres registres. Mais par ailleurs, le monde de la vie de tournée, pour moi, ça doit être des moments de joie, en fait. Et après, ce qui me manque pas par rapport à ça, c'est la violence, en quelque sorte, d'essayer d'harmoniser une vie personnelle et une vie de musicien en tournée. C'est juste pas possible. Donc, quand je dis que la scène ne me manque pas, c'est surtout cette violence, ce passage d'un rythme à un autre perpétuel qui est extrêmement usant et destructeur même pour certaines personnes. Donc là, je sentais que j'avais vraiment besoin de changer de rythme de vie. Et en fait, c'est ça aussi, c'est en ça que le contexte, moi, me porte, paradoxalement, c'est que du fait qu'on ne peut pas faire de concert véritablement, donc je ne me sens pas obligé en quelque sorte, soutenir, porter ma création par des concerts donc je peux diffuser de la musique sans me sentir obligé de la porter physiquement. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. J'ai toujours dit, et je le pense, que moi, je préfère que la musique se diffuse comme ça, comme elle est, de façon immatérielle, sans forcément avoir moi comme référent, mon corps, ma gueule, etc. Et donc, finalement, c'est une situation qui me convient tout à fait. Vous partagez une phrase que dit Blanche Gardin, je crois, où si au moment où la lumière s'éteint, le public n'applaudit pas, c'est que ça va être chaud. Et vous faites une autre référence au public brestois dans votre livre, oui. En disant qu'il n'est pas si mal, le public brestois. Je dis pas ça comme ça. Je dis non, je dis que c'est un public très typé. Très typé, donc ça n'est jamais anodin de venir à Brest. C'est toujours... alors des fois, ça peut être des concerts un peu plan-plan, pas souvent, mais c'est surtout l'ambiance. Voilà, il faut. Je suis beaucoup plus franc avec les gens à Brest qu'ailleurs, après les concerts. C'est-à-dire que je laisse moins de temps... si je sens que quelqu'un est là pour me chercher un petit peu, masticoter, je vais être moins conciliant, je vais être moins diplomate à Brest qu'ailleurs. Je ne sais pas, parce que ça fonctionne comme ça ici, et j'aime bien ça aussi. Hein. Grégoire Laville, on parlait de la scène. Vous, Dominique A, vous l'avez découvert d'abord par les albums, puis par la scène? Non, plutôt d'abord la scène, puisque je l'ai donc vu à Nantes au tout début dans les années 80, en 92.
Et oui. Et c'était oui. Majestique. Je t'avoue que je veux pas. Et là, c'était vraiment un bouleversement. C'était voilà le souvenir que j'en ai, même si, comme j'essaye de l'expliquer dans l'avant-propos, on y repense ensuite et on ne sait pas si on recrée des choses dans cet événement. Et je me souviens de Dominique et du courage des oiseaux sur scène, et c'est donc comme ça que j'ai découvert d'abord avant de poursuivre avec les albums. Je portais des cols roulés sur scène à cette époque. C'est dingue, hein, quand j'y pense. C'est dingue. Elles sont belles les photos d'un. Vous parliez à l'instant du courage des oiseaux, donc c'est une chanson voilà, qui vous définit extrêmement, Dominique A. Et vous parlez notamment aussi du destin des chansons. À un moment, elle vous échappe en fait. Et il y a une chanson d'ailleurs dont vous avez stoppé le destin parce que vous ne souhaitiez pas qu'on puisse uniquement... le 22 Bar. Oui. Ah bah, j'ai pas stoppé son destin. J'ai stoppé sa progression radiophonique, mais pas son destin, non. Elle est toujours là. Enfin, elle se passe de moi. Hein. Non, mais ça va. Le 22 Bar, c'était juste un peu de vanité à l'époque. Je voulais pas être identifié à cette chanson parce que elle me gênait. Enfin, ce qu'elle dégageait me gênait. J'ai l'impression que les gens l'aimaient pour des mauvaises raisons. Mais c'est très vaniteux, en fait. C'est très vaniteux de penser ça. Donc non, ça va. Je trouve que c'est pas une chanson extraordinaire, donc j'ai pas énormément de plaisir à la faire. Mais si les gens l'aiment bien, bah, tant mieux. Elle m'a quand même permis d'avoir aussi un parcours, donc je lui suis redevable de beaucoup de choses. Ça serait quand même un peu fort de. À l'époque, j'avais besoin d'affirmer une. Voilà, je voulais pas être étiqueté, gna gna gna. J'étais jeune et voilà. Vous avez vécu donc les changements de l'industrie musicale. Dans les premières pages du livre, vous évoquez l'idée de devenir votre propre producteur. Regrettez-vous le temps de vos débuts ou au contraire pensez-vous que ce qui est en train de se profiler révèle aussi de bonnes surprises? Ah non, je regrette pas du tout les débuts parce que c'était... Non, et puis surtout, je suis très heureux de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Enfin, c'est une période qui est très dure, il y a un effet d'engorgement, il y a énormément de choses. Non, je trouve que c'est une période qui est assez ouverte. Après, moi, je pense comme la plupart d'entre vous ici, hein, sans vouloir... on l'a constaté, là, j'ai mis des morceaux sur Internet et j'ai constaté que les gens qui me suivent sont comme moi, attachés aux objets. Donc, voilà, tant qu'on produit des objets... Tant que ça n'est pas uniquement du fichier, certes si on en produit moins qu'avant, mais moi ça va. Moi j'ai besoin d'avoir ce rapport à la matérialité, à l'idée qu'on va accompagner la musique d'un objet avec un support photographique ou illustratif qui est un petit monde qui se crée autour de la musique elle-même. Donc c'est ça qui me semble... Et après, pour ce qui est d'être son propre producteur, finalement, je l'ai fait plusieurs fois. Et là, c'est quelque chose que je vais acter vraiment. Et ce qui n'empêche pas de travailler avec des structures, des maisons de disques, parce que ça, c'est quand même triste d'être dans une autonomie totale. Enfin, c'est aussi dans un rapport de synergie avec des gens de confiance que les choses se font. Tout seul, tout le temps, c'est mortifère, quoi. Alors ce livre, je vous l'avais déjà évoqué dans un entretien écrit qu'on a eu, c'est un livre qu'on écoute. À plein de moments, on arrête la lecture pour se mettre à écouter vos chansons, bien évidemment, Dominica, mais aussi tous les artistes que vous citez, donc du groupe Talk Talk à Leonard Cohen, en passant par Philippe Catherine ou la chanteuse pop Rosalia, que j'ai découverte. Aviez-vous ce sentiment l'un et l'autre au fil de vos entretiens et quand le livre se construisait ? Quand il se construisait, effectivement, parce qu'en sélectionnant, en réécoutant... moi aussi, je me suis replongé ou replongé. Et effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, notamment, on évoque Molly Drake à un moment donné, qui est la mère de Nick Drake, que j'aimais et que je ne connaissais pas. Ça a été une découverte aussi pour moi, et même ceux que je connaissais. En effet, c'était intéressant de se replonger dans le répertoire. Et pour moi, c'est un beau compliment, parce que c'est vrai que l'idée aussi, moi, j'aime bien l'idée d'être par moments passeur et de
un peu sur le mode, enfin ce que fait Dao, quoi, de faire partager ses coups de cœur. Et donc ça, c'est chouette, enfin, c'est vraiment bien. Alors justement, pourriez-vous nous parler un peu de ces influences musicales qui vous portent et peut-être nous révéler les artistes du moment que vous avez repérés? Alors, les artistes du moment que j'ai repérés, j'ai pas repéré grand-chose, à vrai dire. Mes influences, c'est vraiment... Bon, alors... Ça part des disques de mes parents, de la table ronde, Ferré, Brel et quelqu'un qui était absent ce jour-là, Ferrat, enfin, qui n'était pas bienvenu, je pense. À l'époque, j'écoutais pas non plus Barbara. Mes parents n'écoutaient pas Barbara. Ils écoutaient que des mecs, à part Anne Sylvestre. Et puis après, c'est la New Wave anglaise. Quand je suis adolescent, c'est Cure, Joy Division et Tutti Quanti. Et Joy Division, qui est toujours mon groupe favori, en fait. C'est triste à dire, mais dès qu'il y a un bouquin qui sort, je me précipite, je l'achète, je lis les histoires que je connais par cœur et tout. Enfin, et je réécoute tout. Enfin, c'est comme ça. Et après, j'ai découvert la scène américaine qu'on a appelée Americana du début des années 90, avec des gens comme Will Oldham, Palace Brothers, le folk anglais, Nick Drake dont on parlait, et puis aujourd'hui, enfin, depuis 2013, les enregistrements de sa mère, Molly Drake, qui ont été réalisés dans les années 50. Après, j'ai eu ma période aussi free jazz, j'ai eu ma période électro, avec des groupes comme Tarwater, enfin bon, je peux citer beaucoup de gens. Et après, aujourd'hui, c'est vrai que je suis moins à l'écoute, que j'ai la sensation que d'un circuit un peu fermé, que les choses, j'entends des bons disques, mais rien qui me semble fondamentalement faire exploser les codes, en fait. Donc c'est sans doute un truc d'âge, de moindre réception à ce qui se produit. Non, sans doute. Et puis oui, je suis moins à l'affût, il faut dire les choses. Aujourd'hui, je préfère vraiment faire de la musique qu'en écouter. Et je me disais toujours qu'à partir du moment où j'arriverais à ce triste constat, j'arrêterais, et ben non. Parce que j'aime toujours autant en faire, et que ça n'a pas... Il n'y a pas eu de décrue. À un moment du livre, vous dites, alors je ne sais plus exactement le chiffre, mais dans 4 albums, j'arrête. Donc là, vous nous dites qu'en fait, c'est pas vrai. Ouais, il ne faut pas m'écouter, en fait. Quand je parle d'arrêter, il ne faut surtout pas m'écouter. Non, je suis pas fiable à ce niveau-là. En fait, j'aimerais bien l'idée... quand j'ai commencé, que j'ai vu que j'allais faire un 10, puis je pouvais en faire un deuxième, puis un troisième, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais en faire 7. Je m'arrêterai au 7e. Puis le 8e est arrivé... Et quand j'arriverai au 16e, non, je pense qu'il y aura une limite naturelle et organique. Voilà. Ce livre, Grégoire Laville, vous l'avez nommé Solide. Pourquoi Solide? Ce titre m'est venu assez rapidement. Ça a été une évidence sans même songer au titre de la fragilité, le dernier album de Dominique, parce qu'il me semble... bien définir ce qu'il est, définir son œuvre, d'abord, et l'homme que j'ai perçu moi. Voilà. Alors, forcément, là, pour le coup, si dans ces entretiens biographiques, il y a peu de part d'interprétation, là, il y en a une, mais ce titre a évidemment été soumis à Dominique, qui a été un peu perplexe d'abord, et puis qui finalement s'y est retrouvé, je crois. Oui. J'aimais bien le fait qu'il renvoie à des... hormis... Enfin, je veux dire par là, moi, il ne m'appartient pas de dire si je suis solide ou non. Mais ça renvoyait à un disque qui s'appelle Remuer. Puis il y avait effectivement, même si ce n'était pas volontaire, le parallèle avec la fragilité. Il y avait un petit jeu que j'aimais bien. Donc je me suis laissé convaincre par Grégoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa.